Peut-être Oui, pour commencer, là, effectivement, on a encore des oui, personnes qui se connectent, vous dire un petit mot. Donc, Jean-Marc Pottras, je suis délégué général du Centre français des fonds et des fondations, et très heureux de vous accueillir dans cette session à distance, hein. Le présentiel nous manque beaucoup, comme à tous, mais l'organisation à distance de ce type d'événement nous permet d'être plus souple et plus réactif, et donc de vous proposer plus d'échanges quelque part, et on sera ravis de pouvoir rapidement vous accueillir en présentiel lors de nos prochaines réunions dès que ça sera possible. Donc, on a tenu à vous proposer avec Marianne Echette, qui est administratrice du CFF et déléguée générale de la Fondation SNCF, vous proposer un moment d'échange autour du mécénat de compétences, qui est un dispositif d'action, hein, de soutien des fondations au profit de l'intérêt général, qui est de plus en plus connu, qui est surtout développé en France depuis une vingtaine d'années environ, qui est bien évidemment éligible à la fiscalité du mécénat, mais dont la mise en œuvre, en fait, est un sujet riche. Alors, on entend un certain nombre de personnes qui sont avec micro, excusez-moi, si vous pouviez peut-être le couper si vous n'intervenez pas. Et donc, je disais que le mécénat de compétences est un dispositif qui nous semblait très riche, porteur de beaucoup de potentiel, tant pour le salarié que la structure bénéficiaire, mais qui demande souvent un peu d'expérience, en tout cas de pratique, pour être le plus efficace possible. Et donc, on était très heureux que Marianne nous propose de venir nous en parler, d'une part, bien sûr, au titre de ses multiples casquettes, et aussi de son engagement sur l'Alliance pour le mécénat de compétences, que je crois, Marianne, tu présides. Et donc, sans plus attendre, je te laisse la parole en remerciant Anne Fleury, qui, dans l'équipe du CFF, a organisé cette session pour vous. Voilà, donc Marianne, merci, et la parole est à toi. bien, bonjour à tous. C'est ma première aussi, voilà, dans ce cadre. Alors, merci. Hein, c'est important de dire merci et de nommer les gens, à Jean-Marc Pottras, Anne Fleury, Emmanuel Bonnefond aussi, qui organisent voilà, ce temps d'échange. Merci à tous d'être là. Hein, ça, c'est quand même agréable de savoir que voilà, ce sujet intéresse un certain nombre. J'ai regardé les participants. Il y a à la fois des fondations d'entreprises, mais aussi des associations et des fondations bénéficiaires. Alors, ce mot ne plaît pas à tout le monde, mais enfin bon, quand on en aura trouvé un autre qui accueille du mécénat de compétences. Alors, peut-être que tu peux passer la première slide, Anne, ça sera plus simple, comme ça, voilà, on verra plus tous les petits ronds et on verra ce slide, il y a 2-3 slides et je vais planter le décor rapidement et puis après, je laisserai la parole donc à nos deux intervenantes et je viens de voir que Edwige Sandre, la première intervenante, est bien connectée. Voilà. En effet, Marie. Voilà, Edwige est là, formidable. Tu peux mettre ta caméra si tu veux, puisqu'on laisse en caméra les personnes peut-être qui interviennent quand tu veux, quand tu voudras. Alors, la première chose peut-être, c'est de redéfinir au fond ce que c'est que ce mécénat de compétences. Hein. Le mécénat, on le connaît, hein, tout le monde le connaît aujourd'hui, mais il a plusieurs formes. Hein. On parle d'abord du mécénat financier, hein, des dons d'argent, c'est important. On parle aussi du mécénat en nature, on donne des produits, des espaces publicitaires, et puis on peut aussi donner de la compétence. Alors la compétence, tout le monde en a, hein, et puis là, quand on parle de mécénat de compétences, on parle plutôt des compétences des salariés d'entreprise. Enfin, évidemment, chaque citoyen a de la compétence. Mais on parle de ce mécénat de compétences parce qu'en effet, c'est l'entreprise hein, qui, dans un acte citoyen, on peut le dire comme ça, de RSE, voilà, toutes les dénominations possibles, mettent à disposition donc les compétences professionnelles, et j'y ajoute humaines ou personnelles, de ces salariés pour réaliser des actions d'intérêt général sur leur temps de travail. Voilà la distinction, enfin le point très très important, c'est le temps de travail. C'est l'entreprise qui permet aux salariés, donc rémunérés par l'entreprise, de passer du temps, de donner du temps de soi-même sur son temps de travail. C'est donc un engagement, bien sûr, du salarié, mais aussi de l'entreprise. Et évidemment, tout ça démarre avec la société et ses enjeux, hein, ses nombreux enjeux.
Et puis les associations, hein, le million et plus d'associations sur le terrain constituées de citoyens et bien sûr de salariés qui agissent, hein, pour répondre comme ils le peuvent à ces enjeux. Et arrivent là, bien, tous les soutiens possibles que sont des fondations, des entreprises, des organisations, etc. Voilà. Et donc, on arrive donc à pouvoir à ce moment-là parler de ce dispositif qui est un peu particulier, qui est le mécénat de compétences. Alors, on va peut-être passer au slide suivant. Donc, ce mécénat de compétences, comme le disait tout à l'heure Jean-Marc, il existe depuis un certain temps. Il faut dire quand même, c'est important, qu'il existe, mais de façon, j'allais dire, pendant 10 ou 15 ans, il a existé de façon un peu confidentielle dans le monde de l'entreprise. Ce n'était pas très bien vu. On ne peut pas dire que les DRH étaient très accueillants, hein, sur ce type de dispositif. Donc voilà, ils coexistaient voilà, d'une façon. Et depuis quelques années, d'abord, il est beaucoup plus structuré dans beaucoup d'entreprises, enfin pas assez d'entreprises, mais dans un certain nombre. Et puis, disons que les directions des ressources humaines s'y intéressent de façon de plus en plus importante, mais pas encore toutes, hein, ça, il faut que vous le sachiez. On en touchera un mot tout à l'heure pour tous les sujets qu'on traite à l'Alliance pour le mécénat de compétences. Et donc, nous-mêmes, nous avons lancé ce dispositif il y a 7 ans maintenant. Il y a 7 ans, avec la DRH, hein, et avec l'accord à la fois du président de l'entreprise, Guillaume Pépi à l'époque, et du DRH, François Noguet. Et donc, nous sommes voilà, une petite équipe à la Fondation SNCF, mais en particulier André Maître et Croisine Lamarque, assistés aussi de Marie-Françoise Mollien, qui, depuis plusieurs années, nous battons pour mettre en place un dispositif qui, aujourd'hui, je pense, est reconnu en interne, hein, et qu'on a essayé d'enrichir tout le temps. Hein, voilà. Alors, en quoi consiste ce dispositif à la Fondation? Puisque ce qui est très intéressant, c'est que chaque entreprise, au fond, a créé son propre dispositif, bien sûr. Hein. Alors, le nôtre, il ressemble à la SNCF. Hein. Nous sommes un grand nombre de salariés, 150 000, 250 000 si on compte le groupe. Et évidemment, pour nous, c'était très important que chaque salarié de la SNCF puisse bénéficier de ce programme, hein, pas une seule catégorie. Voilà. Donc, tous les salariés, chaque salarié de la SNCF peut, s'il le souhaite, jusqu'à 10 jours par an, hein, c'est le plafond, mais c'est 10 jours par an, eh bien, réaliser plusieurs missions, peu importe, le tout étant que ça reste dans le cadre des 10 jours par an. Voilà. Donc ça, c'est un point. Il faut que vous sachiez qu'à la SNCF, il y a 3 collèges. Il y a le collège cadre, collège maîtrise, collège exécution. Hein. Donc nous souhaitions évidemment que tout le monde s'autorise à se dire, oui, c'est aussi pour moi, voilà, de remplir une mission au service de l'intérêt général et pour une association en particulier. Alors, justement, sur ce point, c'est assez intéressant de voir qu'en termes de profil aujourd'hui, on a à peu près autant de femmes que d'hommes, un peu plus de femmes, enfin, voilà, sur les salariés engagés, qui sont au nombre de 4 500. Hein, aujourd'hui, il y a 4 500 salariés qui ont rempli une mission d'intérêt général. C'est important aussi de dire que, et on s'en doute, hein, ce sont les cadres dans l'entreprise qui sont évidemment plus à même de pouvoir remplir une mission de façon plus j'allais dire, libre, dans le sens où leur agenda leur permet plus facilement. Et on a vraiment souhaité enrichir la palette des missions pour que les collèges maîtrise et exécution puissent aussi remplir une mission. Hein, voilà. Donc ça nous a semblé très important. Et d'ailleurs, il y avait 72% de cadres au début, il n'y en a plus que 52, ce qui veut dire que les autres collèges aujourd'hui, eh bien, sont plus nombreux, les salariés des autres collèges sont plus nombreux à remplir une mission. Alors, comment ça se passe? On a 80 associations partenaires. Oui. Marianne, excuse-moi, oui. J'ai en fait 2 questions qui nous sont posées, dont une que je dois te poser maintenant. Oui. Une personne nous a demandé si les slides présentés seront adressés oui, ça sera adressé. Il y en a 3. Il y en a 3. C'est juste un. Voilà. D'accord. Voilà, ça sera. C'est oui. la première question, mais la deuxième, il fallait vraiment que je la pose en cours de route, désolé. Amélie Pedro nous demande s'il est possible de poser des questions au cours de l'intervention ou s'il préfère qu'elles soient posées à l'issue de la première intervention. Alors, j'ai une petite préférence pour à l'issue, au moins de la première, hein, peut-être juste après que j'ai terminé, j'en ai encore pour quelques minutes. Hein, et puis, justement, on peut les poser, je crois, sur la droite à l'écrit, mais je crois qu'en levant la main, on peut aussi poser à l'oral. Peut-être plutôt à l'oral, je le dirai à la fin
On a 20-25 minutes d'échange, je crois, Anne, à la fin, et peut-être qu'à l'oral, on peut le faire. Mais bien sûr, qu'on pose des questions. Alors peut-être on me laisse terminer ça, et puis je répondrai aux quelques questions, hein, Ça marche, peut-être. parfait. On fait comme ça. Impeccable. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, alors donc 80 associations partenaires, tout simplement parce que ben voilà, on couvre tout le territoire, hein, je vous le disais, chaque dispositif ressemble à l'entreprise dans laquelle il évolue, hein, et donc SNCF est présent sur tout le territoire, on ne pouvait pas ne pas. Et donc nous avons d'ailleurs un réseau de correspondants qui pilotent les actions de la Fondation et aussi tout ce qui est engagement des salariés. Donc 80 associations partenaires, certaines sont nationales et leurs missions sont, j'allais dire, les mêmes mais déployées en région, et puis d'autres sont une ici, une là, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, 350 missions sont proposées de tout type, vous le voyez là. Alors elles peuvent être individuelles, hein, face à face, ça peut être des groupes collectifs, ça peut être 1 ou 2 jours, et ça peut être un jour, mais tout au long de l'année. Et puis c'est aujourd'hui soit physiquement, hein, évidemment, pour cause de Covid, mais on a réussi avec les associations partenaires à proposer de prolonger ou de remplacer en attendant les missions pour des missions à distance, et ça fonctionne très bien dans tout ce qui est coaching, évidemment. Voilà, donc des missions d'expertise, on a compris, c'est des expertises métiers, hein, on a 150 métiers à la SNCF, alors c'est des fonctions support, bien sûr, comptabilité, juridique, etc., mais c'est aussi des soudeurs, des électriciens, des végétalistes, enfin voilà, tous les métiers de l'entreprise. Les missions de parrainage, qui sont plus nombreuses, il faut le dire, hein, où les salariés accompagnent finalement une personne en difficulté, qu'elle soit handicapée, réfugiée, jeune, décrocheur, qui se cherche, enfin voilà, hein, tout type d'accompagnement possible. On a des journées solidaires, hein, qui existent partout, hein. Ce que je vous dis là, bien sûr, c'est partagé par d'autres entreprises, mais aujourd'hui, je parle de la Fondation SNCF. Et donc, nous avons la grande journée que nous faisons avec les banques alimentaires fin novembre, hein, où des centaines de salariés SNCF participent, comme beaucoup d'autres entreprises, à cette journée, mais il y en a bien d'autres, hein, d'autres font le Téléthon ou d'autres choses. Et puis, il y a quelque chose qui nous a vraiment beaucoup intéressés là, depuis qu'on l'a lancé avec André Croisine, c'est les séminaires d'équipe solidaire, parce que tout de même, dans l'entreprise, quand un salarié part en mécénat de compétences, il a besoin de l'accord de son N+1, qui n'est pas toujours d'accord sur le principe, parce qu'il ne connaît pas les bienfaits. Eh bien, le séminaire d'équipe solidaire permet à un manager d'organiser au sein d'un team building une séquence solidaire où voilà, toute l'équipe va réaliser une mission dans une association. Évidemment, vous imaginez les retours, vous voyez ici la photo qui fait une cohésion vraiment très très forte. Voilà, ce qui est nouveau ici, c'est depuis très peu de temps, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres entreprises comme Orange, ADP, etc. Nous lançons les missions longue durée, plutôt en pré-retraite de 1 à 3 ans, c'est très nouveau sur nous et pour nous, et nous avons aujourd'hui un site dédié, une plateforme agile, souple, qui permet aux associations de mettre leur mission à réaliser et aux salariés d'aller voir ce qu'il y a et puis aussi de proposer leur engagement. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps sur la Fondation SNCF. Et maintenant, alors, soit je réponds à quelques questions, soit je donne la parole donc à Edwige Sandre. Je la présente, qui est donc directrice comptable au groupe SNCF, trésorière d'ailleurs de la Fondation SNCF. Elle a plein de casquettes, Edwige, elle est très engagée. Et elle est engagée comme déléguée chez Capital Fille, dont on entendra tout à l'heure le témoignage avec Dominique Goutard. Elle est également bénévole chez Télémac, parce que nous encourageons également le bénévolat, hein, qui se fait sur le temps libre des salariés. Donc je propose que Edwige prenne la parole, sauf si tu penses, Jean-Marc, qu'il y a des questions urgentes auxquelles il faut répondre. Et je ne crois pas avoir vu de questions urgentes. Merci beaucoup. Peut-être que les questions pourront se concentrer après l'intervention d'Edwige. Voilà, il est 11h16, nous sommes dans les temps. Merci Marianne. Donc, je mets la vidéo parce que c'est plus sympa. Si jamais vous m'entendez mal et que c'est assuré, ben j'enlèverai la vidéo. Vous me dites, hein. On te voit, pas très bien parce qu'il y a pas mal de lumière, mais voilà, là ça va un peu mieux. Alors, Edwige, en quoi consiste ta mission chez Capital Fille déjà ? Alors, donc moi j'ai un engagement qui est double, hein, comme tu l'as dit, avec des missions que moi je vis comme très complémentaires. Alors d'une part chez Capital Fille et d'autre part chez Télémac. Capital Fille, Madame Goutard en parlera beaucoup mieux que moi, donc juste pour la compréhension de mon propos, je vais juste dire en quelques mots en quoi ça consiste.
Donc c'est une association qui accompagne les jeunes filles des quartiers populaires et des zones rurales, et son action repose sur l'engagement d'une marraine ou d'un parrain pour favoriser les choix d'orientation des jeunes filles et du coup leur rencontre aussi avec l'entreprise. Et dans ce cadre-là, mon action à moi consiste à accompagner la mise en œuvre de la démarche dans les lycées et auprès des jeunes filles. C'est-à-dire que 4 à 5 jours par an, je vais dans les lycées pour expliquer ce que peut apporter Capital Filles aux jeunes filles et favoriser le fait qu'elles aillent vers cette association pour être marrainées ou parrainées. D'ailleurs, pas plus tard que début octobre, j'ai une intervention dans un lycée du 95 à Garges-les-Gonesse, voilà, pour commencer la démarche au titre de l'année scolaire qui démarre. Et donc là, voilà, Covid, pas Covid, n'empêche que, et c'est une bonne nouvelle, voilà, les actions redémarrent. Et puis ensuite, j'ai un deuxième engagement effectivement auprès de l'association Télémac, et là, eh bien, je suis marraine. Donc, on voit bien que c'est très complémentaire, même si ce n'est pas dans la même association. Je suis marraine d'une jeune fille que je suis depuis qu'elle est en 3e. Aujourd'hui, elle est en 1re. Mon rôle d'accompagnement auprès d'Asia, le prénom de la jeune fille, c'est certainement une ouverture au monde de la culture, une ouverture ou un accompagnement dans sa scolarité, dans ses choix scolaires. Le fait de l'aider à oser et à créer du possible là où elle pourrait s'auto-limiter en fait. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi en fait, professionnellement et personnellement, cet accompagnement de ces jeunes? Ah, tellement. Tellement, je vais essayer de le synthétiser en quelques mots parce que vraiment c'est tellement riche. Tellement de choses. Alors, avec un peu de provocation d'ailleurs, j'aime bien cette expression, tu le sais Marianne, je dirais que c'est un égoïsme intelligent, l'investissement dans le mécénat de compétences et dans ces associations. C'est à la fois utile et une source d'épanouissement. Alors, on se sent utile, la valeur ajoutée, elle est tellement évidente quand on est auprès des jeunes ou quand on est dans les lycées et qu'on voit chez les jeunes filles que effectivement elles prennent conscience ou elles prennent connaissance de possibilités pour lesquelles elles ne savaient même pas que ça existait jusque-là. Voilà, donc là c'est de façon évidente. Je dirais même que ça a apporté à ma famille parce que le contact entre ma famille qui vit dans sa bulle, mes enfants, et puis une jeune d'un quartier du 93 quelque part, c'est enrichissant pour tout le monde. Voilà, ça c'est à titre personnel, mais ça n'apporte pas qu'à soi-même, ça apporte aussi, et ça j'en suis persuadée, il faut, moi je m'en fais la porteuse, ça apporte énormément à l'entreprise, parce qu'un collaborateur qui s'investit dans ce type de problématique, forcément il prend de la hauteur de vue. Ça lui amène de l'oxygène dans sa vie professionnelle et ça lui amène forcément des compétences complémentaires qu'il est amené à développer dans un autre contexte que celui professionnel qu'il connaît au jour le jour. Et puis en outre, puisqu'on est dans le groupe SNCF, les territoires que l'on investit avec ces associations, 93, 95 en l'occurrence pour ce qui me concerne, ce sont nos clients, ce sont aussi les jeunes qui fréquentent nos gares, donc quelque part, voilà, la boucle est bouclée. Et puis ça apporte aussi bien largement au groupe, avoir ce dispositif-là de mécénat de compétences, ça donne une image d'un groupe qui, pour moi, est moderne, ancré dans le concret, soucieux d'engagement sociétal, et c'est certainement un des messages que l'on veut porter. Et enfin, si on parle des futurs jeunes qu'on essaye de capter comme nos futurs collaborateurs, ils ont besoin de sens, ces jeunes, de plus en plus. En tout cas, moi, c'est ma perception et je m'en réjouis. Et ça donne du sens aussi aux actions que l'on fait. Conclusion, je recommande ce genre d'investissement à tous et très largement. Alors, peut-être pour revenir en arrière, comment as-tu connu le mécénat de compétences et avais-tu des freins? Dernière question, mais qui elle est important aussi de se dire, c'était quoi ton... Elle est essentielle cette question-là parce que du fait de mon parcours personnel, familial,
j'ai toujours eu de l'appétence et de l'envie de m'investir dans ce genre de sujet. Et pourtant, je ne l'avais jamais fait. Mais jamais. Le mécénat de compétences, ça a agi comme une clé qui a ouvert une porte. J'étais au pied de la porte, enfin à côté de la porte, devant la porte, et je ne l'avais jamais ouverte. Et c'est clairement, très clairement, le mécénat de compétences qui l'a permis. Alors, pourquoi alors pour plusieurs raisons. Certainement parce que d'abord, ça officialise le fait qu'on puisse accorder du temps de travail en l'occurrence, à ce genre de mission. Mais c'est peut-être pas l'essentiel, en tout cas pour moi, puisque j'étais un peu libre de l'organisation de mon temps. Non, l'essentiel, c'était aussi la légitimité que ça accordait à ces actions dans l'entreprise et que ça en permettait la reconnaissance. Y compris, tu disais tout à l'heure que le hiérarchique valide l'action de mécénat de compétences avec plus ou moins de bonheur. En tout cas, moi, ça m'a permis, lorsque je suis rentrée dans cette démarche-là, d'expliquer à mes hiérarchiques. Et une fois qu'ils ont eu compris l'ampleur de mon engagement, j'ai même perçu du respect. Une autre vision sur Edwige, au-delà de la simple directrice comptable. Voilà. Et ça, c'est aussi une plus-value quelque part. Hein. Voilà. Et puis le fait d'institutionnaliser ce genre de démarche, ça accorde un rayonnement à ce type d'action, un ancrage au sein du groupe SNCF qui forcément fait que c'est plus facile d'y aller, c'est plus facile d'en parler. Voilà. Et encore une fois, sans le mécénat de compétences, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous et surtout, je ne m'épanouirais pas régulièrement dans ces actions-là. Merci Edwige pour ton témoignage. Tu vas pouvoir répondre à quelques questions, voilà. Et il me semble en effet, sur ce que dit Edwige, c'est vraiment la possibilité, quand on travaille, de s'engager. Et je dis souvent que les femmes sont un petit peu plus contraintes entre l'âge de 30 et 50 ans parce que voilà, la famille, les enfants, voilà, la fameuse charge mentale un peu plus portée par les femmes que par les hommes, ce qui fait que l'entreprise a un rôle formidable. Si la femme veut s'engager et qu'elle est salariée, ben voilà, elle peut le faire, elle n'a pas besoin d'attendre la retraite pour le faire. Donc voilà, ce mécénat de compétences, c'est une vraie réponse à un désir d'engagement qui ne peut pas se concrétiser parce que trop de travail et trop d'autres activités personnelles. Alors, on va peut-être passer à Dominique Goutard, qui est donc une grande dame qui voilà, crée des programmes formidables pour les jeunes depuis pas mal d'années et qui aujourd'hui voilà, va nous parler de Capital Fille, qui est une maison, une grande maison. Alors, je ne la vois pas encore, elle va se montrer à nouveau. Et cette grande maison, peut-être trois chiffres qui me semblent impressionnants parce qu'ils sont éloquents pour Capital Fille. Où es-tu, Dominique? Tu vas réapparaître, je pense. 12 000 jeunes filles accompagnées l'année dernière, plus de 1000 marraines, 76 partenaires. Enfin, c'est très impressionnant. Hein. C'est très impressionnant. Et donc, voilà, il faudrait que tu nous racontes ce que fait Capital Fille et comment se passe la collaboration avec aussi les difficultés rencontrées entre les délégués, les marraines et les jeunes filles. Merci Dominique, que je ne vois pas encore, mais ça ne va pas tarder. Désolée si vous ne me voyez pas parce que moi je me vois très bien. Alors moi je vois Dominique en tout cas. Et alors je rappelle qu'on peut cliquer sur l'image de Dominique à droite, comme disait Jean-Marc, vous l'épinglez et vous la verrez en grand. Comme je voilà, hop, et voilà. Alors merci Marianne, merci de m'accueillir, merci à Edwige que je félicite et que je remercie personnellement pour son engagement. Edwige est une femme formidable et vraiment très engagée comme déléguée Capital Fille. Alors, effectivement, ce que tu disais, enfin bon, j'adhère à tout ce qu'a dit Edwige, et même en tant que marraine et en tant que déléguée générale de Capital Fille, nous vivons, je dirais, la même aventure. Hein. Et pour ne pas l'oublier, je dirais qu'effectivement, il est très important pour nous, dans notre vie professionnelle, d'avoir effectivement accès à ce magnifique mécénat de compétences que Marianne a mis en œuvre. Je dirais que la SNCF est un exemple en la matière, parce que pratiquement toutes nos entreprises partenaires autorisent le mécénat de compétences, mais 10 jours, chapeau. Hein, c'est un très bon score. Quand on a créé Capital Fille avec Stéphane Richard, le président d'Orange, qui est d'ailleurs président,
comme vous le savez peut-être, de Capital Phi depuis l'origine, un président engagé. Eh bien, l'un de nos premiers partenaires, ça a été la Société Générale. Parce que c'est vrai, si aujourd'hui, après 8 ans, nous avons plus de 70 entreprises qui nous ont rejoints avec des statuts différents, la SNCF est un de nos partenaires fondateurs, on a comme ça une douzaine de partenaires fondateurs, mais sur le terrain, beaucoup d'entreprises ont compris ce que Edwidge dit très bien, à savoir que c'est bien quand on est aux affaires, quand on est en activité, de donner un peu de son temps à la génération qui suit. Et vous savez, en ce moment, c'est une époque épouvantable. Moi, je déteste ce méchant Covid, cette méchante Covid, mais c'est vrai qu'on se rend compte que s'il y a une génération qui souffre en particulier, bon, on parle beaucoup de plus de 65 ans, merci, mais c'est vraiment les jeunes. C'est vraiment les jeunes. Et les jeunes, et les jeunes que nous accompagnons, que ce soit Télémac, que ce soit Capital Phi, sont, je dirais, aux premières loges des difficultés. Et ce sont des jeunes des quartiers populaires, ce sont des jeunes des territoires ruraux et qui se retrouvent très isolés dans ces circonstances avec, vous le savez, des équipements techniques qui fonctionnent plus ou moins bien, avec cette fameuse école à domicile qui est une horreur, enfin, en vérité, horreur pour les professeurs, horreur pour les parents, hein, et pour les élèves, c'est très difficile. Donc, d'où l'importance de nos programmes. C'est essentiel, je le dis aux futures marraines qui souhaiteraient nous rejoindre encore à la SNCF, que c'est maintenant qu'il faut le faire. Capital Phi intervient de deux façons essentiellement et toujours avec nos délégués et donc main dans la main avec les 76 Edwidge, les 76 délégués qui avec nous sont les bras armés en fait, du programme sur le terrain. On est partout en France, on est dans 25 académies, ça veut dire dans toutes les régions, et nous sommes cette année dans plus de 150 lycées partenaires qui s'engagent avec nous, qui s'engagent vraiment, notamment à accueillir nos ateliers collectifs. Alors les ateliers collectifs Capital Phi, mais je parlerai plus du tutorat individuel, c'est à partir de la 3e, donc des collégiennes, que nous accueillons au lycée pour l'atelier de seconde. Alors c'est important parce que, je ne sais pas si ça vous étonne de la même façon, mais moi ça me sidère de voir que des jeunes filles, puisque nous n'accompagnons que des filles qui ont été élevées depuis le biberon dans des univers mixtes, encore aujourd'hui, et malgré tout ce qu'elles entendent de la part de leurs professeurs, et parfois de leurs parents, mais rarement de leurs parents dans ces milieux culturels, et quand elles pensent filière de formation, elles pensent filière pour les garçons et filière pour les filles. Donc il y a un gros travail dès la seconde et la 3e pour leur dire, mesdemoiselles, pas question, quel que soit votre milieu social, économique, très important, ou culturel, pas question de vous priver d'un certain nombre de métiers qui vous tendent les bras. Encore faut-il, parce que je le dis très volontiers, nos entreprises ne sont pas des mécènes, encore faut-il que vous soyez correctement formés, que vous ayez choisi les bonnes formations. Et elles l'entendent très bien, cet atelier où nos marraines interviennent, animé par nos délégués Capital Phi, donc dans les 142 lycées aujourd'hui et plus cette année, eh bien, elles sont tout à fait sensibilisées à cette question qu'elles n'imaginaient pas. L'atelier de seconde, c'est un atelier très important aussi parce que nos partenaires institutionnels, régions, MEDEF, chambres de commerce, viennent raconter les beaux secteurs d'activité de la région. On veut leur donner aussi la fierté de leur région et qu'elles comprennent qu'on les attend. Dominique, je t'interromps juste pour que tu nous parles du tutorat individuel et qu'on puisse après ouvrir aux questions parce que le temps tourne, s'il te plaît. Tu as raison. Et tutorat individuel, c'est une marraine, une filleule, c'est un binôme. Et la relation et voilà, comment ça se passe et quels sont les éventuels freins, les difficultés rencontrées. C'est intéressant aussi de mettre ça en avant. Alors déjà, toutes nos marraines, toutes les nouvelles marraines ont une formation Greta. Il ne faut pas l'oublier, je le dis, parce que c'est très important. C'est le moment où les marraines vont découvrir
les situations, les diverses situations dans lesquelles elles peuvent être exposées. Parce qu'après tout, ces jeunes filles sont, encore une fois, n'ont pas nos codes, ne sont pas obligatoirement des mêmes milieux culturels que nous. Donc c'est important d'armer les marraines, de les rassurer surtout sur le fait que ces jeunes filles sont des hauts potentiels, mais des hauts potentiels qui s'ignorent. Nous, les marraines, on est là pour les révéler à elles-mêmes. Alors, tout au long de l'année de terminale, on va les accompagner. Alors, il y a un agenda scolaire que nous essayons de suivre en sollicitant les jeunes filles en fonction des différentes étapes de l'agenda scolaire pour les aider et pour leur permettre de réfléchir de façon la plus personnalisée possible aux enjeux de cet agenda. Alors, il y a Parcoursup, bien sûr, mais ce qu'on dit, ce que je dis aux futures marraines, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas des professeurs bis, comme nous ne sommes pas non plus des mères bis, c'est-à-dire que ce Capital Phi vous accompagne pour Parcoursup de façon très simple. Vous avez un site qui s'appelle capitalphi.fr et qui vous dit l'essentiel. Bon, ceci étant, l'essentiel pour la marraine, c'est de faire réfléchir la jeune fille à ce qu'elle est, à ses envies, à ses capacités, à la rassurer aussi sur justement le fait qu'elle a plein de possibilités, mais surtout qu'elle fera bien ce dont elle a envie. Et également, et c'est très important, raconter aux jeunes filles quels sont les différents secteurs d'activité, et on les a dans toutes nos entreprises, les métiers qui vont recruter ultérieurement, justement pour leur montrer que tous ces métiers sont à leur disposition. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées avec des salariés engagés, qu'ils soient SNCF ou pas? Écoutez, moi franchement, du côté des marraines, c'est elles qui sont les mieux à même d'en parler, mais l'enquête Greta, Deloitte, l'enquête Deloitte que nous faisons chaque année révèle un certain nombre de difficultés, effectivement. Alors, certaines marraines, par exemple, peuvent être déçues du fait que leur filleule sait très bien ce qu'elle a envie de faire. Alors ça, c'est une fausse difficulté, parce que évidemment, ça veut dire simplement que la jeune fille a déjà réfléchi, a de la personnalité, donc au contraire, c'est un atout. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de l'année scolaire, elle fera ce qu'elle avait décidé de faire au début de l'année, et notamment grâce à sa marraine, parce que c'est justement ce travail sur elle-même qu'elles font avec leur marraine qui va les aider éventuellement à se réorienter. Autre difficulté, il ne faut pas le nier, c'est les 15%, je dirais, de pseudo-échecs. Parce qu'il y a 80% de marraines très satisfaites ou satisfaites. Quelles que soient les difficultés de parcours, elles les ont résolues. Une autre difficulté, c'est que ces jeunes filles n'ont pas nos codes. Nous, quand on s'engage, quand Edwidge s'est engagée comme déléguée, elle savait pourquoi elle s'engageait. Quand je m'engage comme marraine, moi je suis marraine bien sûr, je sais pourquoi je le fais et je vais le faire. Elles s'engagent, elles ont rencontré des marraines en atelier de terminale, le premier atelier que nous organisons dans l'année scolaire, mais elles sont engagées parce qu'elles ont été enthousiastes. Les marraines qui étaient là les ont convaincues que c'était épatant et que ça allait leur servir. Mais après, ces jeunes filles réfléchissent, elles ont autre chose à faire, elles ont des copines, elles ont du travail, etc. Elles peuvent éventuellement donner l'impression à leurs marraines qu'elles ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc là encore, ça c'est une difficulté qui revient vers nous, parce qu'on dit aux marraines, surtout, nous avons des chargés de mission Capital Phi au national, on est là pour résoudre ces difficultés. Je dirais, tu vois, Marianne, ce sont les deux difficultés. D'accord, très bien. Mais c'était important de les… Merci de ton témoignage. On va passer bientôt aux questions. Je veux juste le petit slide qui nous montre voilà, la création de cette alliance pour le mécénat de compétences, si tu veux bien, Anne. Simplement vous dire, c'est important que, voilà, à l'initiative d'un certain nombre d'entreprises, nous avons créé cette alliance. Alors cette alliance, eh bien, ce sont justement des entreprises qui ont mis en place le mécénat de compétences, pour certaines il y a 15-20 ans comme Accenture, pour d'autres comme Total plus récemment, mais peu importe. Alors des grands groupes, vous le voyez surtout, mais aussi des ETI. C'est pour ça que bien sûr on ouvre et qu'on espère que d'autres entreprises nous rejoindront. Et là, il y a une richesse, enfin chaque entreprise mène
son programme à sa façon, hein, en s'adaptant évidemment à son activité, à son territoire, à sa géographie, à ses salariés et à son métier, hein, évidemment. Hein. Donc, c'est vraiment évidemment tout à fait passionnant. Ce qui est intéressant dans cette alliance, c'est que ça a démarré de ce baromètre qui d'ailleurs qu'on pourra vous envoyer. Une enquête, c'était la première enquête qui avait été faite sur l'engagement citoyen des salariés avec leur entreprise, le baromètre du mécénat de compétences, il y a 2 ans. La nouvelle édition sort en janvier, donc vous verrez les résultats. Et puis, dans la foulée, on a souhaité que les dirigeants des entreprises, hein, pas simplement les Sherpas que nous sommes, les délégués généraux des fondations, et bien que les patrons des entreprises s'engagent. Et donc, ils ont signé un manifeste avec un certain nombre d'engagements pour justement continuer à développer ce dispositif mécénat de compétences. Voilà, je voulais juste vous informer de l'existence de cette alliance. On peut passer aux questions, Jean-Marc, voilà, aux intervenants, bien sûr. Alors, écoutez, il y a un certain nombre de questions. J'essaie de revenir au... Alors, je peux prendre la main sur les questions si tu veux. Oui, parce que... Une des premières questions, c'était de demander en fait quel pourcentage des salariés de la SNCF, ça représente 4500 salariés engagés, Marianne. Très peu, évidemment. Hein. Voilà, on compte sur 150 000, vous voyez, donc évidemment, le compte n'y est pas, c'est évident. N'oublions pas que nous sommes une entreprise industrielle, que nous avons plus de la moitié de nos salariés qui sont sur le terrain, hein, qui sont juste, voilà, pas en possibilité de faire cela. Et puis il y a l'aspect de la communication. C'est sûr que certaines entreprises qui sont des entreprises, j'allais dire technologiques, ou qui sont des ETI, à 1000, 2000, 3000 personnes, évidemment, tout le monde peut être au courant d'un dispositif mécénat de compétences. Nous, c'est quand même plus compliqué, puisque la priorité des priorités, c'est de faire rouler nos trains en temps et en heure avec toute la sécurité. Donc, le mécénat de compétences, il a un bel avenir, mais voilà, 4500 sur 150 000, vous faites le compte. OK. Ça fait 3%. Ça fait 3%. C'est bien comptable. Et mon côté comptable, excusez-moi. Voilà, mais voilà, l'objectif est là et le nouveau président Jean-Pierre Farandou est vraiment, vraiment porteur de ce dispositif, la direction des ressources humaines également, et vous le voyez, on lance les missions longues, c'est pour vous dire que voilà, on ne lâche pas l'objectif. Alors, une autre question sur l'articulation de la Fondation avec la RSE et avec la DRH sur ces missions de mécénat de compétences. Alors, clairement co-construit avec la DRH à l'origine. Le portage lui-même est quand même très fondation, il faut le dire. Mais là, voilà, on reprend les choses avec la DRH et on va vraiment passer un cap. Pour que justement il y ait voilà, tous ces bienfaits, hein, pour les salariés, qu'ils soient vraiment pris en main par la DRH, puisqu'on le sait, hein, fierté d'appartenance, un atout pour recruter les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, et puis l'acquisition de compétences, hein, Edwige, hein, en soft, en management, en adaptabilité, en flexibilité, à l'écoute, enfin voilà, on sort de là, et je crois que les DRH aujourd'hui comprennent l'intérêt du mécénat de compétences pour voilà, leur propre activité. RSE, alors là, on est intégré complètement puisqu'on fait partie d'une grande direction de l'engagement sociétal et de la transition écologique et que nos correspondants en région ont une casquette RSE et mécénat. Donc là, pour nous, il n'y a pas de discussion, voilà, on fait partie de la grande RSE. Alors, Marianne, on va avoir beaucoup de questions parce que je vois que Audrey Chrétien voudrait poser une question oralement et j'ai aussi les questions écrites déjà posées. Marianne, est-ce que tu veux prendre la question aussi à Dominique et à Edwige, hein, bien sûr. Hein. Oui. Audrey, je vais quand même peut-être déjà vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez accéder à votre micro et Oui, absolument. Vous m'entendez? Oui. Super, bonjour à tous. Je suis la responsable des dynamiques d'engagement à la Fondation Apprentis d'Auteuil, donc entre autres le mécénat de compétences. J'étais ravie d'apprendre cette initiative. Déjà, merci pour cette table ronde qui est passionnante. Et du coup, je me suis un peu renseignée sur l'Alliance pour le mécénat de compétences, donc qui rassemble des entreprises. Et ça m'a fait écho parce qu'à la Fondation, on est en train de monter un groupe entre associations pour le coup, d'échange de pratiques dans une perspective d'amélioration continue aussi, d'accueil des mécénés, enfin des personnes mises à disposition, de voir voilà, comment on peut s'améliorer, comment on peut co-construire les choses, etc. Et je me disais, est-ce que vous envisagez l'Alliance pour le mécénat de compétences
d'avoir aussi un travail avec les associations, voire d'avoir un groupe qui associerait des entreprises, des associations, voilà, toujours dans cette perspective de réflexion, d'échange de pratiques, etc. Merci. Absolument, absolument, Audrey. On a cette perspective. D'ailleurs, on travaille. Chacune des entreprises travaille avec des associations. De toute façon, ça de compétences, il est dédié aux associations. Donc, c'est d'abord elles qui sont au cœur de la démarche. Bien sûr, on peut prendre contact après, mais sachez que hier, pas plus tard qu'hier matin, j'étais avec le groupe Monnayeur au téléphone, qui est un groupe qui s'intéresse à l'Alliance, au mécénat de compétences, et ils ont du mécénat de compétences chez vous, aux apprentis d'Auteuil. Ils ont une cinquantaine de salariés chez eux, mais je sais que les apprentis d'Auteuil, c'est une très grande maison, mais il y a 50 salariés de chez Monnayeur qui, tous les ans, accompagnent une vingtaine de jeunes, je crois, dans leurs études pour accéder à des filières techniques. Voilà. Merci beaucoup. Merci Audrey. Une autre question sur la façon dont vous faites correspondre en fait les compétences et les demandes, en fait le matching entre les structures bénéficiaires et les expertises métiers. Comment ça se fait, Marianne? Oh là là, ça c'est tout un process. André Croisine répondrait beaucoup mieux que moi. Nous avons une plateforme tout simplement et les salariés, si vous voulez, remplissent un formulaire pour exprimer les compétences qu'ils ont ou celles qu'ils veulent mettre à disposition, parce qu'on peut être comptable ou juriste, ne pas juste avoir envie encore faire de la comptabilité. Donc on exprime ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Et puis il y a des missions et puis le matching se fait, les salariés vont voir les missions qui existent et puis le matching se fait comme ça, mais c'est de la dentelle. Et voilà, chaque mission et chaque salarié dans chaque territoire, à un moment donné, doit se retrouver. C'est l'alignement des planètes à chaque fois. Voilà, donc ça se fait via une plateforme aujourd'hui, puis après avec un contact évidemment téléphonique et physique. Mais qui est complexe. Une question aussi, on nous demande si vous faites du pro bono. Est-ce que la SNCF fait du pro bono? Oui, alors le pro bono, c'est une autre façon de dire mécénat de compétences, Dominique. Enfin, c'est une autre. Voilà, ce sont des missions de conseil. Alors, on dit plus ça des boîtes de conseil, Accenture, Deloitte, KPMG, je crois, qui est connecté, qui d'ailleurs rentre dans l'Alliance. Voilà, mais moi, je ne fais pas tellement de distinction. Je ne sais pas si. Je peux donner un exemple? Oui. Et nous, on a bénéficié pour Capital Phi d'un mécénat pro bono, mais qui était un mécénat de compétences, tu as raison. Et quand une marraine d'un groupe partenaire s'est présentée voilée. Et il était très difficile. S'est présentée voilée, tu dis. Ouais. On ne t'entend pas très bien, c'est un peu coupé. Oui. Il s'est présenté voilée. Et c'était évidemment un sujet extrêmement compliqué qui était géré en interne dans chaque entreprise avec des règlements intérieurs, mais personne ne pouvait empêcher ou a priori une femme de se voiler, notamment dans la rue quand elle rencontrait sa filleule. Alors même elle était dévoilée à l'intérieur du lycée, d'accord, quand elle allait dans les ateliers collectifs. Donc nous avons bénéficié d'un mécénat pro bono, d'un excellent cabinet juridique très spécialisé sur ces questions, et je peux vous dire que pour toutes nos entreprises partenaires, c'était tout à fait passionnant, et on a trouvé un modus operandi qui a convenu à tout le monde. Voilà. Et puisque j'ai la parole, juste un mot encore. Il y a beaucoup de questions. Voilà. Rapidement, Dominique. Capital Phi, la porte est grande ouverte. On a besoin de marraines, plus de marraines. Vous privilégiez le mécénat de compétences, c'est exactement la bonne façon de faire. Et vous avez un site, et je m'arrêterai derrière, qui s'appelle capitalphi.fr, et qui est, je crois, très explicite sur ce qu'est Capital Phi et les raisons peut-être de nous rejoindre. Donc, merci à celles qui veulent nous rejoindre, et bien sûr, Aurélie et Edwidge, est avec moi à votre disposition pour vos questions. Sachant que les participants à la conférence ne sont pas les salariés de la SNCF aujourd'hui, même s'il y en a quelques-uns, mais surtout les membres du Centre français des fondations. Mais voilà, c'est un appel qui est entendu, bien entendu. Il y a d'autres questions? Oui, je crois que Amélie Pedro voudrait préciser sa question. Amélie, si vous m'entendez, vous pouvez activer votre micro. Oui, très bien, vous m'entendez? Oui. Crédit coopératif. Oui, c'est ça.
enchantée. On se connaît déjà un peu, mais bon. Juste pour Capital Phi, je voulais préciser, enfin, c'était pas l'objet de ma question, mais je rebondis sur ce que vous disiez, Madame Goutard. La Fondation Crédit Coopératif et le réseau coopérationnel, c'est les réseaux féminins de différentes banques, et en particulier celle de BPCE, vient de s'investir cette année dans Capital Phi. Donc, il y a les mécènes et puis il y a les réseaux au sein des banques qui s'engagent pour Capital Phi. Et le Crédit Coop vient de rejoindre l'initiative cette année, donc on est ravis. Moi, c'était ma question. Moi, je distinguais quand même le pro bono par rapport au mécénat de compétences, dans le sens où, dans le mécénat de compétences, il y a quand même une façon de formaliser le partenariat avec des conventions de mécénat, avec tout un système de défiscalisation. Le pro bono, je le distingue parce que ça peut être aussi sans formalisme, et donc l'entreprise accepte de mettre à disposition des compétences, des expertises, mais sans forcément l'aspect défiscalisant. Je voulais savoir si la SNCF mélangeait les deux ou si ça passait toujours par le système de mécénat encadré par la loi, quoi. C'est pour ça que je distinguais les deux, en fait. Oui, je comprends. Je comprends, Amélie. Simplement, je crois que c'est vraiment une question de vocable. Tu vois, par exemple, quand on parle de marraine, de parrain, de tuteur, tu vois, chaque entreprise a sa façon de nommer les choses, hein. Et vraiment, je connais des entreprises qui font du pro bono et qui défiscalisent, hein, et d'autres qui n'en font pas, enfin, tu vois, voilà. Donc, c'est pas une question de. Et il y a des entreprises qui font du mécénat de compétences qui le défiscalisent, d'autres pas. Donc, je pense que c'est vraiment une question de vocable, et c'est un vocable plutôt anglo-saxon, plutôt dédié à des missions d'expertise très pointues, d'agences de conseil. Enfin, voilà, c'est juste ça que je veux dire. Chez nous, on défiscalise une partie des missions, mais voilà, c'est pas parce que c'est du pro bono, du mécénat de compétences. Non, mais ça veut dire que l'entreprise, si elle ne fait pas de défiscalisation, s'engage encore plus parce que c'est vraiment pour l'intérêt. Oui. Enfin, voilà, il gagne aussi. Oui, mais ça permet. Non, mais tu as raison. Enfin, mais enfin, bon. C'est un sujet sur les bénéficiaires tout à l'heure, pour parler des bénéficiaires, partenaires. Enfin, c'est un peu cette même logique de comment l'engagement de l'entreprise, est-ce qu'il est intéressé ou vraiment désintéressé, quoi. Oui, enfin, moi, je ne connais pas d'investissement complètement, de don désintéressé, hein. Le don gratuit, moi, j'y crois pas, parce qu'il y a toujours un retour, quoi qu'il soit financier ou de reconnaissance ou autre chose. Donc, bon, c'est un autre débat, hein. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des entreprises qui défiscalisent pas, mais pour différentes raisons, hein. C'est pas toujours celle auxquelles on pense, hein. Et il y en a d'autres qui défiscalisent. Donc, et je crois que je veux dire, c'est un moyen d'amener de nouvelles entreprises à le faire quand même, hein, parce que c'est quand même un investissement très très lourd, hein. Quand on compte les heures passées des salariés, c'est un investissement très lourd pour l'entreprise, hein. Et les missions, par exemple, longue durée que font Orange ou d'autres, c'est des budgets très 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 conséquents, hein. Donc c'est normal que voilà, on puisse bénéficier de ce que l'État propose aussi. Merci. Merci. Alors, j'ai encore une autre question assez large. Pouvez-vous donner des conseils pour les fondations qui veulent lancer le dispositif du mécénat de compétences ? C'est ce qu'on fait avec André et Croisine depuis 6 ans, comme d'autres d'ailleurs, hein, déjà en direct, hein, au téléphone. Voilà, on reçoit régulièrement des entreprises qui souhaitent le lancer, et on le fait évidemment avec beaucoup de plaisir et de disponibilité. Et puis, il y a la possibilité aussi pour ceux qui sont vraiment qui ont mis un premier pas, c'est de rejoindre l'Alliance. Voilà. Donc, tout est possible, bien sûr, évidemment. Alors, on me demande le nom du cabinet d'avocats qui a été cité. Chez Dominique Goutard, alors. Oui, j'ai l'impression, oui. Peut-être tu peux répondre par... Enfin, je ne sais pas si tu souhaites répondre d'ailleurs, Dominique. Oui, ou la personne peut vous contacter ensuite, Dominique. Absolument passionnant et très complet. Et je le citerai très volontiers, c'est un grand cabinet. Je donnerai le nom à Marianne, si vous voulez bien. Voilà. Et j'ai oublié ça, son nom m'échappe tout à coup. Mais ça, c'était typiquement une mission dont tu parles, Marianne, ponctuelle, mais extraordinairement pointue et utile pour tout le monde. Alors, une question, Marianne, comment fait-on pour rejoindre l'Alliance ?
Eh bien, on peut… Alors là, direct, marianne.echette@sncf.fr voilà, et je vous répondrai pour l'Alliance. Hein. Nous avons d'ailleurs, je vous l'annonce, parce que ça a été un moment important dans cette Alliance qui a été créée il y a 1 an, c'est que nous avons la chance d'avoir une secrétaire générale, Evelyne Angelas, que nous avons en mécénat de compétences, justement. Hein. Voilà. On ne pouvait pas faire autrement que de l'accueillir en mécénat de compétences. Alors, c'est une salariée SNCF, mais ça aurait pu être une salariée d'une autre entreprise de l'Alliance. Bon, voilà, le hasard a voulu que. Et donc, nous vous répondrons. Dès que vous m'envoyez un petit mail, on se met en contact avec vous. Alors, une autre question, est-ce que les associations qui bénéficient de ce mécénat de compétences sont aussi déjà soutenues financièrement par la Fondation SNCF? Alors non. Non, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une politique, nous avons donc 700 associations, tous dispositifs confondus, que nous finançons chaque année, et nous avons aussi ces 80 partenaires qui sont des partenaires en mécénat de compétences exclusivement. Voilà. Alors, c'est-à-dire que celles qu'on soutient financièrement peuvent bénéficier de mécénat de compétences, mais celles qui n'arrivent qu'en mécénat de compétences, aujourd'hui, n'ont pas de soutien financier. Les choses bougeront peut-être. Aujourd'hui, c'est exclusivement du mécénat de compétences pour nos partenaires sur ce plan-là. Mais voilà, les choses peuvent bouger et certaines qui sont déjà, je vous le dis, partenaires financiers bénéficient de… Voilà. Donc l'un dans l'autre, il y a les 2 cas de figure. D'accord. Je crois avoir fait le tour de toutes les questions écrites. Est-ce que certaines personnes veulent poser aussi des questions à l'oral? Sinon, Edwige a peut-être envie d'ajouter quelque chose aussi. Ouais. Une dernière question. Y a-t-il une reconnaissance DRH des compétences en mécénat? Alors, il y a, en tout cas chez nous, depuis déjà 2 ans, nous avons réussi à proposer dans l'EIA, l'entretien individuel annuel, la possibilité justement d'inscrire, de mentionner l'engagement du salarié en mécénat de compétences. Voilà. Donc après, bien sûr, c'est au manager d'être informé de la démarche pour que voilà, cette mention ait du sens. Hein. Donc voilà, il y a ce travail. Donc la DRH a accepté d'intégrer cela à l'entretien, ce qui était un grand succès. Et il faut aller voir chez les autres, mais certains l'ont fait aussi. Maintenant, voilà, il faut que nous puissions, peut-être qu'Edwige a un mot à dire là-dessus, former les managers pour qu'ils soient eux-mêmes, hein, puisque toi, tu en as parlé à tes hiérarchiques. Alors d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose que tu as évoqué au moment de ton EIA, Edwige? Alors, j'ai évoqué au moment où je me suis réengagée, donc chaque année on se réengage, hein, et donc c'est l'opportunité, puisque j'ai changé de hiérarchique, de réexpliquer au directeur financier du groupe SNCF. Voilà, c'est quand même du coup une vraie opportunité d'expliquer assez haut ce qu'est l'engagement du groupe SNCF et puis du coup le mécénat de compétences. J'en parle aussi dans mon EIA. Voilà, j'ai été amenée pour plein de raisons avec la DRH à faire mon CV et c'est quelque chose qui est mentionné très haut dans le CV finalement parce que ça met en évidence des soft skills, enfin des compétences différentes des compétences techniques, voilà, comptable, hein, bon, ok. Mais il y a tellement d'autres compétences qu'on peut développer et qu'on peut acquérir à travers cet engagement que voilà, maintenant, dans les CV modernes, on les met en avant, tout simplement. Et du coup, moi, en synthèse, hein, ce que je voudrais faire, c'est recommander fortement le mécénat de compétences. Pour moi, c'est une vraie opportunité pour l'entreprise, bien évidemment, mais également pour les collaborateurs. Et en pluie fine, hein, c'est-à-dire pour le collaborateur qui est engagé et puis pour les collaborateurs de ces collaborateurs hein, qui quelque part récoltent aussi de ces compétences nouvelles que l'on acquiert et de cette hauteur de vue et de cette ouverture sur le monde. Et d'ailleurs, Edwige, tu nous parlais de tes N+1 successifs, mais tes équipes, est-ce que tu les encourages? Est-ce que certains sont venus te voir? Est-ce que tu leur as parlé de ton engagement pour qu'eux aussi y aillent? Oui, c'est quelque chose que l'on partage régulièrement, dont je vois qu'il fait, enfin voilà, ça progresse. Hein, c'est les gens qui n'avaient pas forcément d'appétence pour ça. Enfin, je ne suis jamais posé la question. Et petit à petit, je vois que voilà, ça commence à prendre parce que voilà, parce qu'ils voient que c'est en prise avec le monde et que ça a du sens. Et je pense que cette année, on pourra aller vers un séminaire d'équipe solidaire, hein, voilà, par exemple.
Formidable. Déjà, 45 managers l'ont fait. Et moi, je vous engage aussi à aller voir la plateforme Engagement Citoyen SNCF. Hein, vous allez découvrir toutes les missions et tous les partenaires que nous avions aujourd'hui. Alors, peut-être si je peux me permettre, Marianne, alors, je ne sais pas si c'est le moment de vous remercier. Il reste encore des moments d'échange, un peu de temps. Comment vois-tu la suite? Bah, écoute, il reste 3 minutes hein, si on termine à 12 heures, sauf si certains ont des choses à dire. Allons-y, on peut se donner encore 5 minutes. S'il y a des personnes qui ont envie, je vois quelques questions. Merci beaucoup. Donc, ça on prend aussi les merci. Mais oui. Pas d'autres questions. Non, pour le moment, je n'en ai pas vu d'autres. OK. Moi, ce que je tenais à vous dire, c'est que grâce à toi, Marianne, et à l'ensemble des intervenants, on est tout à fait dans l'actualité du secteur. Vous pourrez regarder l'interview hier soir d'Olivia Grégoire, la nouvelle secrétaire d'État à l'ESS, dans Care News, qui indiquait vouloir s'appuyer sur le mécénat de compétences pour structurer et professionnaliser les nouvelles formes d'engagement. Donc voilà, les pouvoirs publics se saisissent du sujet, en tout cas on l'espère, et donc ça c'est une bonne chose. Je pense que là le nombre de participants et la vitalité des questions posées démontre bien l'intérêt hein, du secteur des fondations sur ce sujet du mécénat de compétences. Donc vraiment mille merci d'avoir accepté, Marianne, de partager votre expérience de la SNCF, de la Fondation SNCF et de cette alliance, ainsi que vous, donc Edwige et comment Dominique. Donc merci beaucoup. Peut-être juste un mot pour vous dire que nous espérons vous retrouver le 1er octobre. Le Centre français des fonds et fondations organise un événement à distance qui me semble intéressant pour tous, donc de 16h à 18h30. L'inscription est libre, il vous suffit juste de vous inscrire. On pourra vous communiquer, peut-être Anne éventuellement dans le fil de discussion, le lien pour vous inscrire. On écoutera Nicolas Hazard qui nous parlera de sa vision de l'ESS et peut-être un mot de sa nouvelle casquette de conseiller ESS auprès de la Commission européenne. Nous aurons également une intervention de Laurence Subiana et de l'Association espagnole des fondations autour des questions de climat. Nous aurons le témoignage, un témoignage exceptionnel de M. Blanquer autour de l'alliance de fondations qui s'est constituée pour lutter contre le décrochage scolaire pendant la crise. Et nous aurons enfin un témoignage croisé de Pasteur, M. Chambon, directeur de la communication de Pasteur, et de Dash. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Dash. Je vous encourage à écouter son témoignage. Ce sont des streamers très connus. Donc, si vos enfants ou vous-même êtes passionnés de jeux en ligne, il y a une communauté sur Twitch qui est un outil de suivi en live de jeux en ligne. Et au travers de The Event, ils ont collecté 3,6 millions pour Pasteur en 3 jours, mobilisant des millions de connexions pour ce faire. Et donc, c'était le plus gros événement de ce type dans le monde. Et donc, ils vont venir nous expliquer comment ils ont fait. Voilà, et notamment comment ils ont réussi aussi à mobiliser des jeunes qui mobilisaient eux-mêmes leurs parents au travers du jeu, comme quoi le jeu, ça peut amener également à la philanthropie. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire, au-delà de ces remerciements que je renouvelle, Marianne, pour ce temps, et puis à vous toutes et tous pour votre participation nombreuse ce matin pour cet échange. Peut-être Marianne, à toi le mot de la fin. Non, mais voilà. Tu viens de décrire alors je pourrais même pas redire tous les mots que tu as dit là, mais bon, un autre moyen de se mobiliser et c'est formidable. Et pour moi, voilà, le seul but, c'est voilà, de promouvoir, d'encourager, d'impulser l'engagement sous toutes ses formes pour tout le monde. Voilà, c'est ça mon objectif et celui de la Fondation SNCF et plus largement, bien sûr, du Centre français des fondations. Au revoir à tous. Merci à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.